Bienvenue à toutes et à tous pour cette deuxième édition des Rencontres du Souffle qui est consacrée aux apnées du sommeil. C'est une thématique qui manifestement intéresse beaucoup d'entre vous. On a eu beaucoup de retours qui souhaitaient qu'on fasse une rencontre sur le sujet. J'aimerais profiter, comme ça va permettre aux autres participants d'arriver. Je voudrais vous rappeler que ces rencontres sont organisées de façon totalement gratuite et indépendante par la Fondation, que c'est l'occasion pour moi de remercier beaucoup nos experts qui participent et nous soutiennent dans cette démarche d'information et de prévention. C'est une de nos missions sociales, prévention des maladies respiratoires, mais aussi une seconde mission, c'est de faire progresser la recherche en pneumologie. Vous verrez qu'on a une thématique sur le sujet, sur la recherche et les apnées du sommeil. On parlera aussi d'une actualité Covid dans ce domaine. Et donc, vous avez ici les projets d'excellence qui ont été lancés en 2019 et en 2020, on a lancé un projet spécial Covid-19. Enfin, la dernière mission, et qui n'est pas la moindre, c'est de soutenir les malades les plus démunis en attribuant des secours financiers ponctuels. Et donc, nous avons 400 aides d'un montant de 100 à 500 euros qui ont été distribuées, qui sont distribuées chaque année. Donc, vous allez voir sur la diapositive suivante, voilà, donner, cherchons, respirer, qui est le motto de la Fondation du Souffle avec ce nouveau logo. Et donc, ce soir, nous avons trois interventions, trois participants, trois intervenants. Tout d'abord, le professeur Gagnadou, qui donc travaille, qui est chef du service de pneumologie au CHU d'Angers, qui rappellera les fondamentaux sur les apnées du sommeil. Puis Sandrine Launois, qui a longtemps travaillé à l'hôpital Saint-Antoine et qui est maintenant au centre BioSerenity à Paris, qui nous parlera des impacts sur la vie du patient et de son entourage, sur la qualité de vie. Et enfin, le professeur Tamizier, qui est pneumologue au CHU de Grenoble, qui a été lauréat de l'appel d'offres Covid-19 que j'évoquais tout à l'heure, qui nous parlera de la recherche et des liens entre apnée du sommeil et puis Covid-19. Donc voilà le menu entre guillemets de ce soir. Après chaque intervention, nous avons un certain nombre de questions qui ont déjà été adressées par les gens intéressés par cette réunion. Et puis vous pouvez aussi poser vos questions en envoyant un mail, parce que le chat, semble-t-il, ne fonctionne pas bien, à communication@lesouffle.org. Je ne me trompe pas, communication@lesouffle.org. Et donc, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet, si je peux m'exprimer ainsi. On commence donc par les fondamentaux des apnées du sommeil par le professeur Frédéric Gagnadou. Frédéric, tu as la parole. Bien, bonsoir à tous. Merci Bruno pour cette introduction et merci à tous d'être connectés pour cette soirée, ce webinaire. Donc moi, je vais essayer de vous présenter effectivement les fondamentaux de ce qu'on va appeler le SAOS, pour simplifier, syndrome d'apnée hypopnée obstructive du sommeil, pour introduire les présentations suivantes et puis les débats et les échanges qui auront lieu pendant cette soirée. Donc, diapo suivante. Alors, ce qu'on peut retenir d'une manière générale sur les apnées, c'est que c'est une pathologie chronique très fréquente dans la population générale. Si on veut faire un parallèle avec d'autres pathologies fréquentes que vous connaissez peut-être, la fréquence est de l'ordre de celle de l'hypertension artérielle. À peu près 10% des adultes en sont atteints, avec une prédominance masculine. Il y a à peu près 2 fois plus d'hommes que de femmes parmi les patients qui sont pris en charge pour les apnées. On estime à environ 400 millions d'individus dans le monde qui sont porteurs d'apnée du sommeil modérée à sévère, donc assez significative. Comme c'est fréquent et que les symptômes sont atypiques et non spécifiques et assez inconstants, c'est une pathologie qui est très sous-diagnostiquée. Il y a beaucoup de patients qui s'ignorent. Et le mécanisme des apnées, c'est une obstruction répétée du pharynx, qu'on appelle ici les voies aériennes supérieures, VS. Cette obstruction est soit complète, comme sur la figure de droite, il n'y a plus d'air du tout qui rentre, il n'y a plus de débit inspiratoire, soit on appelle ça l'apnée,
soit partielle, on appelle ça l'hypopnée, il y a une diminution de la respiration, des débits aériens sans arrêt complet. Diapo suivante. Alors, si on veut regarder ce qui se passe au moment d'une apnée, en essayant de le simplifier, l'apnée, c'est une sorte d'asphyxie pendant le sommeil. C'est comme si on plaçait un coussin sur le visage d'un individu pour l'empêcher de respirer. Et donc, les conséquences directes, ça va être une perte du taux d'oxygène dans le sang, une baisse de la PO2 qu'on voit ici, et au contraire, une augmentation du gaz carbonique dans le sang de façon rapide, au décours un petit peu différé par rapport à cet événement. C'est évidemment une situation gravissime, et heureusement, face à cette situation, l'organisme va répondre pendant votre sommeil en augmentant l'effort respiratoire. Vous allez faire d'énormes efforts respiratoires pour essayer de vaincre cet obstacle. Et ça va d'ailleurs engendrer des modifications de pression autour du cœur qui peuvent compromettre le fonctionnement cardiaque. Et tout ceci va s'arrêter, heureusement, au bout de quelques dizaines de secondes, parfois un peu plus d'une minute, au prix d'un allègement du sommeil, ce qu'on appelle ici arousal, qui est un petit éveil bref, généralement de moins de 15 secondes, donc qui ne va pas être mémorisé, c'est-à-dire que le patient n'a pas l'impression d'être insomniaque, d'avoir de longues périodes d'éveil pendant la nuit, mais cette répétition de courts éveils, de brefs éveils, va fragmenter le sommeil et expliquer les symptômes qu'on va revoir plus tard. Diapositive suivante. Alors, pourquoi développe-t-on des apnées du sommeil? Il y a un facteur de risque majeur qui est présent dans la majorité des cas, c'est le surpoids ou l'obésité, et en particulier ce qu'on appelle l'obésité viscérale ou abdominale. Ce qu'on voit sur cette figure, c'est ce dépôt de tissu gras en jaune au niveau de l'abdomen entre les viscères. Cette obésité, elle va également favoriser l'hypertension artérielle, le diabète, la dyslipidémie, et cette association d'obésité, diabète, hypertension, on appelle ça le syndrome métabolique. Et il y a un lien très fort entre le syndrome métabolique et les apnées du sommeil. Et bien sûr, il faudra prendre en compte ces différents cofacteurs dans l'interprétation des complications des apnées à long terme, dont on va parler après, et aussi d'ailleurs dans l'interprétation des relations dont vous parlera le professeur Tamisier avec les complications de la Covid. On estime qu'au moins 50% des patients qui ont des apnées ont ce syndrome métabolique avec de l'hypertension, du diabète, de la dyslipidémie. Alors néanmoins, tous les patients qui ont des apnées ne sont pas obèses. On voit parfois des apnées chez des enfants, chez des adultes jeunes qui ne sont pas obèses, mais qui en revanche présentent un obstacle anatomique sur les voies aériennes supérieures. Chez le petit enfant, le plus fréquemment, c'est l'hypertrophie des amygdales, comme on voit ici, qui vont obstruer le pharynx. Et dans ce cas-là, ça a des conséquences thérapeutiques évidentes. Et puis chez l'adulte jeune, parfois c'est un défaut de croissance du maxillaire inférieur, qu'on appelle la rétromandibulie, avec ce maxillaire qui est très en retrait chez ce jeune garçon, et ce qui fait en fait le fait d'une petite boîte dans laquelle l'air a du mal à passer, dans laquelle la langue a du mal notamment à trouver sa place. Diapo suivante. Alors, comment définit-on les apnées du sommeil? La définition d'un syndrome d'apnée du sommeil, c'est l'association de symptômes et d'anomalies respiratoires nocturnes auxquelles on va rapporter ces symptômes et qu'on va mettre en évidence par un enregistrement. Alors, si on commence par les symptômes, il y a des symptômes nocturnes. Le plus connu, c'est le ronflement. Souvent, les patients vont consulter à la demande de leur conjoint ou conjointe pour un ronflement bruyant, gênant pour l'entourage. Ce ronflement est interrompu par des pauses respiratoires, des phénomènes d'étouffement ou de suffocation. Soit le patient va les percevoir, il a le sentiment d'étouffer la nuit, soit c'est le conjoint qui va s'en rendre compte, et d'ailleurs ça va généralement entraîner une inquiétude importante, si le conjoint a vraiment peur que son mari s'arrête ou sa femme s'arrête de respirer. Un autre signe assez fréquent, c'est la nicturie. Les gens vont uriner 2 à 3 ou 4 fois par nuit. Alors bien sûr, les apnées ne sont pas la seule cause de nicturie, mais quand c'est des sujets relativement jeunes, eh bien, ça peut être évocateur du diagnostic. Et puis le matin, quand le patient se réveille, il a le sentiment que son sommeil n'était pas récupérateur, il est fatigué au réveil, alors même que le plus souvent, il ne présente pas d'insomnie, c'est-à-dire qu'il n'est pas resté éveillé la nuit longtemps, il n'a pas eu de difficulté d'endormissement. Et ça va se pérenniser la journée avec de la fatigue,
de la difficulté de concentration qui va perturber notamment les performances au travail, et une somnolence, c'est-à-dire une propension à s'endormir anormalement élevée, qui peut être toutefois tout à fait variable d'un individu à l'autre et qui posera des problèmes, on va le voir après. Donc, on a des symptômes, mais vous voyez, ces symptômes ne sont pas du tout spécifiques. Donc, il faut montrer qu'ils sont bien en lien avec des apnées du sommeil. Pour ça, il faut faire un enregistrement qui est indispensable au diagnostic. Alors, schématiquement, il y a deux types d'enregistrements, soit un enregistrement avec peu de capteurs, comme ce monsieur en noir, qui peut se faire à domicile et qui est très simple à réaliser, soit, si le tableau est moins typique, un enregistrement plus complexe qui se fait dans un centre de sommeil avec beaucoup de capteurs, la respiration, le taux d'oxygène, le sommeil lui-même, sous la surveillance d'un technicien spécialisé, on appelle ça la polysomnographie. Dans les deux cas, il faut que cet examen montre que le patient a au moins 5 apnées ou hypopnées par heure de sommeil et associé à des symptômes, alors on pose le diagnostic de syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil. Diapo suivante. Pourquoi doit-on s'intéresser et traiter les apnées du sommeil au-delà des symptômes qui compliquent la vie des patients et dont va vous parler Sandrine, c'est-à-dire les perturbations de qualité de vie? Eh bien parce que les apnées ont des conséquences à long terme. On leur attribue un certain nombre de complications. Si vous avez les apnées, statistiquement, vous avez un risque 2 à 3 fois plus important d'avoir un accident de voiture et des accidents plus graves parce que accident par endormissement, donc sans réflexe de freinage. Si vous avez des apnées, vous avez plus de risques de présenter des maladies cardiovasculaires, une hypertension artérielle, souvent masquée parce qu'elle est nocturne, à prédominance nocturne, et souvent résistante au traitement, c'est-à-dire nécessitera la mise en place d'un, deux, trois antihypertenseurs pour arriver à la contrôler. Vous avez plus de risques d'avoir des troubles du rythme cardiaque, on appelle ça par exemple la fibrillation atriale, et vous avez plus de risques de présenter des événements cardiovasculaires graves, en particulier les AVC, avec un lien plus fort que pour les maladies cardiaques, coronaropathie ou insuffisance cardiaque. Et puis, on a des données assez fiables pour penser que les apnées augmentent le risque de présenter des maladies métaboliques, en particulier du diabète. Diapo suivante. Alors, il faut traiter. Et traiter, ça commence habituellement chez un patient qui a encore une fois très souvent du surpoids ou de l'obésité par des mesures générales pour contrôler le poids et pour contrôler les facteurs de risque, l'hypertension, le diabète. Alors ça passe par de l'activité physique, ça passe par une alimentation équilibrée, parfois par des médicaments, parfois même par un traitement chirurgical de l'obésité, ce qu'on appelle la chirurgie bariatrique dans un petit nombre de cas. Et puis, ça ne va pas suffire seul, ces mesures générales. Donc, quand on a affaire à des apnées modérées à sévères, c'est-à-dire au moins 15 apnées-hypopnées par heure, on va mettre en place des mesures spécifiques qui sont le plus souvent instrumentales. Elles sont de deux types. Pour les formes sévères d'apnée, vous allez porter un masque la nuit qui va insuffler de l'air dans les voies aériennes supérieures pour éviter qu'elles se ferment. Dans les formes plus modérées, vous allez porter un système de propulsion mandibulaire qui va avancer le maxillaire inférieur grâce à des gouttières qui sont moulées, comme on le voit ici sur ce schéma, sur les arcades dentaires. Diapo suivante. Pour terminer, le traitement chirurgical est exceptionnel dans les apnées du sommeil de l'adulte. Chez l'enfant, quand il y a une hypertrophie amygdalienne, c'est un traitement vraiment de première intention et donc le SAS de l'enfant peut donner lieu à des traitements chirurgicaux. Le SAS de l'adulte, c'est beaucoup plus rare et c'est une chirurgie beaucoup plus importante. Et puis enfin, il y a les traitements en développement. Très rapidement, on peut rééduquer le patient à dormir dans une autre position que le décubitus dorsal. Et puis, on peut essayer de stimuler le muscle de la langue, soit de façon électrique, soit de façon pharmacologique. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis à votre disposition pour les questions. Un grand merci Frédéric pour cette synthèse très claire. Donc il y a eu plusieurs questions qui ont été posées. La première, qui paraît simple comme ça, c'est Bébia qui pose cette question. Bonsoir professeur, comment savoir si l'on fait des apnées obstructives du sommeil lorsque l'on dort seul? D'avance, merci. Alors, c'est une très bonne question, effectivement, puisqu'il y a un certain nombre de symptômes qui vont être rapportés par le conjoint, en particulier le ronflement. Néanmoins, ce qui doit évoquer
le fait d'avoir des symptômes, des apnées du sommeil, c'est d'avoir un sommeil non récupérateur. On se réveille le matin fatigué alors qu'on n'a pas d'insomnie, surtout si on a des facteurs de risque, c'est-à-dire on a du surpoids, on a de l'hypertension artérielle, on a du diabète. Et puis parfois les patients vont ressentir les phénomènes de suffocation nocturne, ils vont uriner la nuit, encore une fois, il faut y penser, ils vont avoir parfois des maux de tête le matin parce que l'accumulation de gaz carbonique au cours des apnées va donner des maux de tête qui peuvent survenir le matin au réveil. Merci beaucoup. Une autre question qui est fréquemment posée, c'est de savoir si l'on peut guérir de l'apnée du sommeil ou est-ce qu'il existe une autre solution que la machine? Alors, on ne peut pas guérir définitivement des apnées du sommeil, sauf au prix d'une perte de poids très importante quand les apnées sont associées à une obésité extrêmement importante et par exemple par la chirurgie bariatrique. On a quelques patients dont la perte de poids est telle qu'on supprime complètement les apnées. Par contre, la perte de poids, d'une manière générale, va améliorer les apnées, mais rarement les guérir totalement, sauf dans ce cas-là. Néanmoins, il n'y a pas que la machine, hein, j'en ai parlé, il y a les orthèses de propulsion mandibulaire, en particulier dans les formes moins sévères, et puis il y a des traitements qui sont à l'étude, qui sont en cours d'évaluation, dont on reparlera peut-être un petit peu plus tard dans les questions. Une autre question de Marie. Colette avait posé un peu la même question. Est-ce que c'est héréditaire? Marie dit que ses 3 enfants sont appareillés. Est-ce que c'est héréditaire ou pas? Alors, effectivement, il y a des familles de patients avec des apnées du sommeil. Quand on prend en charge cette maladie, on a tous des familles dans lesquelles plusieurs personnes de la même famille sont atteintes. Néanmoins, on ne peut pas dire que les apnées du sommeil soient vraiment une maladie héréditaire comme on l'entend habituellement, c'est-à-dire une mutation, un gène qui donne une maladie de façon très fréquente, comme par exemple la mucoviscidose ou d'autres maladies. C'est plutôt probablement de multiples mutations qui augmentent la susceptibilité à la fois aux apnées, mais aussi peut-être à l'obésité qui favorise les apnées, peut-être aussi à une morphologie faciale particulière qui va favoriser les apnées, mais ce n'est pas une maladie génétique telle qu'on l'entend habituellement. Merci. Une question qui était un petit peu longue d'Isabelle, mais qui disait qu'elle est appareillée depuis 15 ans et qu'en fait, elle n'a pas pu aller voir son pneumologue parce que la pandémie, c'était compliqué. Et donc, sa machine lui dit qu'a priori, entre 4 et 8 heures du matin, elle fait 15 apnées de 15 secondes. Est-ce que c'est inquiétant? Alors, on peut, sous pression positive continue, garder quelques apnées. Et effectivement, les machines sont équipées maintenant pour détecter les apnées et vous pouvez avoir le renseignement le matin. Alors d'abord, il faut garder en tête que cette information qui est donnée par la machine n'a pas la même valeur que ce qui est donné par un enregistrement. Ensuite, garder quelques apnées, ça n'a pas de conséquences majeures. Et effectivement, si ces machines montrent des apnées de façon élevée, importante, tous les matins, il faut revoir votre médecin et en discuter avec lui pour voir s'il n'y a pas une indication à modifier les réglages, voire à vous réenregistrer avec l'appareil. Voilà, sur 15 apnées, a priori, ce n'est pas inquiétant en soi. Une autre question de Pierre qui reprend un petit peu ce qui a été dit précédemment. Pour un syndrome d'apnée du sommeil obstructif modéré, les différents dispositifs existants qui permettent de limiter les réveils nocturnes et de soulager. Quels avantages, limites et contraintes de ces dispositifs? On l'a déjà un peu évoqué, d'abord dans ton topo, puis ensuite dans une des réponses. En bref. Bon, très vite, il y a les orthèses de propulsion mandibulaire. Alors ça, c'est le seul traitement aujourd'hui alternatif à la PPC qui est remboursé par l'assurance maladie. Et donc, dans les apnées du sommeil modéré, c'est un traitement qu'on doit vous proposer. Et puis, il y a d'autres traitements, encore une fois, essayez de vous éviter de dormir le dos quand vos apnées sont sur le dos. Et puis, d'autres traitements qui sont plus à l'étude, mais qui ne sont pas pris en charge actuellement par l'assurance maladie. Ok, encore une question sur le dogme de l'IH, de l'index d'apnée-hypopnée, pour apprécier la sévérité des apnées du sommeil. Quels sont les autres marqueurs? Est-ce qu'on peut sortir de ce dogme? Alors ça, c'est vraiment une excellente question qui va complètement dans la démarche qui est en cours dans les apnées du sommeil. C'est une maladie très hétérogène dans sa présentation. Alors d'abord, on tient compte des symptômes et je pense que Sandrine en reparlera. Il y a différents phénotypes cliniques d'apnée, parfois avec beaucoup d'insomnie, parfois avec de la dépression, parfois avec de la somnolence, parfois sans somnolence, et probablement que la prise en charge est différente. Et puis on essaye aussi de tirer plus d'informations des enregistrements la nuit et en particulier des marqueurs d'hypoxémie la nuit. Il y a un nouveau marqueur qu'on appelle la charge hypoxique, c'est-à-dire l'importance
de l'hypoxémie à laquelle votre organisme est exposé, qui est une valeur pronostique probablement plus importante que l'index d'apnée-hypopnée. Donc effectivement, de plus en plus, on essaye de sortir de cette seule valeur d'évaluation de la sévérité des apnées qu'est l'IH. Merci. Marie-Annick, elle aimerait savoir qu'est-ce que c'est la différence ou la ressemblance entre les hypopnées et les apnées, parce que les deux sont appareillés. Ouais. Et donc, un petit Alors, commentaire sur le c'est sujet. aussi une excellente question. En fait, actuellement, effectivement, on intègre les apnées et les hypopnées dans un même indice qui est cet index d'apnée-hypopnée, ce qui laisse penser que ça a les mêmes conséquences. En fait, probablement pas. Dans l'hypopnée, il y a un peu d'air qui rentre quand même. On arrive à faire rentrer de l'air dans les poumons. Donc, par exemple, la baisse du taux d'oxygène qui complique l'hypopnée n'est pas aussi importante que dans l'apnée. Et probablement que les conséquences en termes de complications, de maladies à long terme, sont moins importantes avec les hypopnées qu'avec les apnées. Par contre, les conséquences sur le sommeil sont à peu près les mêmes. Si vous avez beaucoup d'hypopnées, vous allez aussi vous réveiller beaucoup, fragmenter votre sommeil. Merci. Alors, ensuite, est-ce que les appareils pour détecter les apnées du sommeil sont fiables? Elle a utilisé, c'est une dame, Farida, qui a utilisé 2 fois et puis les résultats étaient normaux alors qu'elle se réveille quelquefois avec une sensation de suffocation. Donc, Alors, quelle fiabilité? vous parlez de quel type d'appareil? Est-ce que c'est des systèmes de dépistage sur les smartphones ou des choses comme ça? Bon, là, ça a une efficacité qui est toute relative hein, et qui est souvent très imparfaite. Donc, si vous avez des symptômes, il faut s'adresser à un véritable, enfin, d'abord à un médecin qui connaît la pathologie, un véritable enregistrement au cours du sommeil pour détecter les apnées, les hypopnées. Alors, il y a aussi la question des apnées qui sont détectées par la machine. Effectivement, ça, j'ai un peu répondu tout à l'heure. Ça a une certaine valeur, mais là encore, ça ne remplace pas un véritable enregistrement au cours du sommeil. Merci. Encore une question qui est un peu longue. Donc, Véronique, qui a donc 43 ans, qui en fait a on ne va pas rentrer dans le détail, mais qui a une gêne à l'ouverture de la bouche. Elle a des difficultés pour ouvrir la bouche et elle a une contracture un peu de la nuque. Est-ce que ça peut gêner euh, dans le traitement des apnées du sommeil? Alors, a priori, pas pour porter une pression positive continue. Je pense que ça ne posera pas de problème. Par contre, ça peut gêner pour utiliser une orthèse de propulsion mandibulaire. Hein, en particulier, si on n'arrive pas à ouvrir la bouche, si on n'arrive pas à avancer le maxillaire, ça peut être le témoin d'une maladie de l'articulation temporomandibulaire qui peut contre-indiquer l'orthèse. Et puis la deuxième question, c'est la stimulation nerveuse de l'hypoglosse. J'en ai discuté un peu. Donc, dans les alternatives à la pression positive continue, c'est une des plus étudiées aujourd'hui. Donc, le principe, c'est de stimuler l'hypoglosse, qui est le nerf qui stimule le muscle de la langue, de manière à éviter que la langue tombe, bascule contre le pharynx et que la gorge se ferme. Donc, on va contracter l'hypoglosse de façon répétée la nuit. Et donc, il y a des dispositifs, on a un certain recul pour certains dispositifs de type pacemaker qui marchent. Aujourd'hui, le problème, c'est un problème de remboursement par l'assurance maladie. Ce sont des traitements très coûteux qui, pour l'instant, ne sont pas remboursés. Mais il y a des démarches en cours et c'est probablement une voie d'avenir. Merci beaucoup, Frédéric. Moi, j'ai encore une question, mais une question perso. Est-ce qu'on peut imaginer, rêver qu'un jour, on ait un comprimé qui traite les apnées du sommeil? Alors, ça serait évidemment une très très bonne nouvelle pour les patients. C'est plus simple de prendre un comprimé que de se mettre un dispositif pour dormir. Il y a une recherche très active dans ce domaine-là. Et dans l'actualité, dans ce domaine, par exemple, stimuler le nerf hypoglosse, jusqu'ici on l'a fait électriquement. Il y a une étude qui a montré qu'en associant 2 agents pharmacologiques, on pouvait renforcer le tonus de la langue et diminuer considérablement les apnées. On n'est pas encore au stade d'un médicament qui est abouti, qui a montré son efficacité à long terme, qui est susceptible d'être remboursé, mais c'est une voie intéressante de recherche et on l'espère tous qu'un jour on aura une molécule qui sera efficace pour traiter les apnées. Merci beaucoup, Frédéric. Je n'ai pas l'impression que nous ayons des questions de la part de nos participants, de nos auditeurs. Et donc, nous allons donc enchaîner, encore merci Frédéric, Merci à avec tous. l'exposé de Sandrine. Sandrine Audin qui va nous parler des impacts sur la vie du patient et de son entourage. Sandrine, à toi la parole. Ok, merci beaucoup Bruno. Merci d'avoir fait appel à moi pour vous parler de ce sujet-là.
qui est donc l'impact dans la vie de tous les jours des apnées du sommeil sur vos nuits et sur vos journées. Alors, je crois que c'est vous qui passez les diapos. Voilà. Alors, avant que vous soyez traité, Frédéric a fait allusion à un certain nombre de symptômes. Vous avez des symptômes la nuit et des symptômes le jour. Les symptômes la nuit, le ronflement, les réveils avec suffocation, le besoin d'uriner, les pauses constatées par le conjoint. Frédéric a déjà listé tout ça, mais il a aussi listé un certain nombre de symptômes qui vont perturber votre sommeil et qui vont vous donner l'impression d'avoir passé une mauvaise nuit. Des réveils répétés, parfois de l'insomnie, en particulier l'insomnie en milieu de nuit, et un sommeil non réparateur agité. Ça, ce ne sont pas des symptômes qui typiquement étaient reliés, faisaient suspecter un syndrome d'apnée du sommeil, mais maintenant, on sait bien qu'il y a des patients qui vont se présenter essentiellement avec des symptômes ORL, le ronflement, mal à la gorge le matin, les éveils avec suffocation, et des patients qui vont se présenter avec des symptômes de mauvais sommeil. Et puis, il y a aussi les sueurs nocturnes qui sont parfois associées à des apnées du sommeil et qui disparaissent avec le traitement. Ensuite, évidemment, il y a des conséquences de tout ça dans la journée, avec de la somnolence, l'envie de dormir à des moments inappropriés, mais qui peut se traduire aussi par de la fatigue, notamment le matin. On a l'impression de se lever plus fatigué le matin qu'on s'est couché la nuit. Et puis, on peut avoir, peut-être pas vraiment de somnolence, mais des troubles de concentration, d'attention, de mémoire qui sont liés à ce mauvais sommeil, et qui ne sont pas forcément liés à la somnolence, mais à ce sommeil très fragmenté. Frédéric a fait allusion à des maux de tête au réveil. Il y a aussi assez souvent dans la journée des troubles de l'humeur. Un patient, une patiente qui était plutôt enjouée et qui, au fur et à mesure que les apnées progressent, vont se trouver peut-être un petit peu plus maussades ou en tout cas souvent plus irritables. Et ça peut être le conjoint qui va décrire un changement dans le caractère, l'humeur de son partenaire. Et puis, il y a aussi des troubles de la fonction sexuelle que j'ai mis dans la journée. Hier, il y a un étudiant qui m'a demandé pourquoi je n'avais pas mis ça la nuit. Bon, peu importe. Donc, des troubles de la libido et des troubles de la fonction érectile qui entraînent une dégradation de la qualité de vie, bien sûr. Donc, ces symptômes ne sont pas tous présents chez les patients apnéiques, avec, comme vous a dit Frédéric, ce nous on appelle des phénotypes cliniques, qui sont en fait des tableaux cliniques des patients qui ont un ensemble de symptômes. Il y a par exemple des patients qui n'ont aucun symptôme, ça existe, des patients qui sont plutôt sur le mode symptômes nocturnes, ronflement ou au contraire mauvais sommeil, et puis des patients qui ne rapportent pas de perturbations particulières au cours de la nuit, notamment s'ils dorment seuls et qu'il n'y a pas le signal d'alerte du ronflement, et qui vont au contraire se plaindre d'un dysfonctionnement dans la journée. Alors, je vais faire un petit point sur apnée et conduite pour insister sur le fait que la somnolence, mais aussi l'inattention, l'irritabilité, un temps de réaction qui peut être plus long ou plus rapide, tout ça, ça constitue des facteurs de danger au volant. Alors, bien entendu, pas que au volant, dans toute situation qui nécessite une très grande attention, mais la situation qui est la plus commune, c'est la conduite automobile. Donc, tout ça constitue un danger avec le risque d'accident de la voie publique. Et la somnolence n'est pas compatible avec la conduite automobile. C'est quelque chose qui est indiqué de manière très explicite dans un journal officiel avec un arrêté en date du 18 décembre 2015, parce que c'est l'article R412-6 du Code de la route. Tout conducteur de véhicule doit se tenir constamment en état et en position d'exécuter commandément et sans délai toutes les manœuvres qui lui incombent. Et si vous avez passé une très mauvaise nuit, si vous vous êtes réveillé plein de fois au cours de la nuit, eh bien, forcément, vous n'allez pas vous être dans cet état et dans cette position. Donc, pour les conducteurs du groupe léger, c'est-à-dire vous et moi, une voiture de tourisme, si le patient est somnolent, la reprise de la conduite va pouvoir se faire après avis du spécialiste du sommeil. Et jusqu'à ce que le spécialiste du sommeil ait donné son avis, il faut s'abstenir de conduire.
pour les sujets qui sont des conducteurs du groupe lourd, c'est-à-dire les poids lourds et transport en commun, transport scolaire, etc., transport de passagers. Chez un patient somnolent, la reprise de la conduite se fera après avis du spécialiste du sommeil et un test particulier qui est obligatoire chez ces patients-là. Donc, vous voyez que l'intitulé de cette diapositive, c'est apnée et conduite, et qu'en fait, il faudrait rebaptiser ça somnolence et conduite, parce que ce qui interdit la conduite automobile chez les patients apnéiques, ce n'est pas les apnées du sommeil, c'est la somnolence. Et de manière parallèle, la somnolence, quelle que soit sa cause, contre-indique la conduite automobile indépendamment des apnées. Voilà le petit couplet sur la somnolence et la conduite. Alors, souvent, on l'a vu dans les questions précédentes qui ont été posées à Frédéric, vous vous posez la question de quel est le bon traitement pour moi. Alors, le bon traitement pour un patient donné, c'est un traitement qui va être efficace et bien toléré. Parfois, on propose un traitement dont nous, on sait qu'il est efficace, par exemple la pression positive continue, mais le sujet ne la tolère pas bien. Donc, là, oui, certes, nous, médecins, on est content que le traitement soit efficace, mais le patient ne va pas utiliser ce traitement puisqu'il ne s'est pas bien toléré. Et de plus en plus, le choix du traitement fait appel à une multitude de facteurs et pas juste à l'IAH, par exemple, dont a parlé quelqu'un tout à l'heure. Mais la sévérité des symptômes est à prendre en compte, la sévérité de la somnolence, mais pas uniquement. Les caractéristiques des apnées, leur nombre, savoir si elles surviennent plutôt en position sur le dos ou toute la nuit, quelle que soit la position. À l'évidence, une apnée de 10 secondes n'est pas aussi sévère qu'une apnée de 40 secondes. Tout ça, c'est des choses importantes. Les autres pathologies sont importantes. Vous avez des patients qui ont des maladies qui sont un petit peu déséquilibrées, que ce soit une insuffisance respiratoire, un diabète, une hypertension difficile à traiter. Ça aussi, ça va influencer le choix du traitement. L'existence d'un surpoids, l'existence d'une anomalie dans la sphère ORL. Tout à l'heure, Frédéric vous a montré un sujet qui avait des grosses amygdales et un enfant qui avait une anomalie maxillofaciale. Tout ça, ce sont des choses qui vont intervenir dans notre choix. Et ça, c'est nos conseils d'experts, de médecins du sommeil. Mais la préférence du patient est aussi très importante. Et on insiste beaucoup sur la décision partagée pour le traitement dans cette maladie qui est une maladie chronique, sans traitement qui guérisse la plupart du temps et avec un traitement qui souvent est contraignant. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre comme impact du traitement? D'abord, évidemment, on en attend un impact positif, évidemment. Cet impact positif, c'est la disparition du ronflement et des apnées. Et très souvent, les patients, j'ai vu une patiente tout à l'heure qui me disait « Ah bah oui, je suis très contente de cette machine parce que j'ai pu réintégrer le lit conjugal dont je me faisais éjecter toutes les nuits. » Donc, la disparition du ronflement et des apnées est vraiment un impact positif pour le patient et pour son conjoint qui ne compte plus les apnées ou qui n'essaye plus de réveiller son conjoint à chaque apnée. Et puis, évidemment, avec la disparition des apnées, on espère la disparition ou l'amélioration des symptômes qui étaient directement liés aux apnées. Si les symptômes que rapportait le patient, que ce soit par exemple le besoin d'uriner ou la fatigue, ne sont pas entièrement liés aux apnées, l'amélioration ne sera que partielle, bien sûr, mais souvent les patients se sentent, pensent avoir beaucoup plus d'énergie, être plus clairs dans leur tête, plus productifs au travail et plus agréables en société. Souvent, les patients se demandent si le fait de mettre la machine, ça va pouvoir les aider à perdre du poids. Alors, on serait tenté de dire oui. Les patients ont une meilleure qualité de vie, plus d'énergie, peut-être plus d'énergie pour commencer une activité physique, pour faire un petit peu attention à ce qu'ils mangent. En fait, globalement, il ne faut pas espérer que le simple traitement par PPC puisse vous faire perdre du poids. Quelquefois, ça fait même prendre un petit peu de poids. Et Frédéric parlait tout à l'heure d'une prise en charge vraiment globale des patients avec toutes les composantes
non seulement des apnées, mais aussi des pathologies associées. Et il faut vraiment proposer aux gens une prise en charge globale qui accompagne le patient dans ses essais de réduction de poids. Et puis, malheureusement, quelquefois, il y a des effets négatifs du traitement. Alors, il faut savoir que ça existe. Si on propose au patient un traitement en lui disant que tout va être merveilleux et que tous ses symptômes vont disparaître, sans lui dire qu'effectivement, il peut y avoir des petits ajustements à faire et des petites gênes, le patient va être très déçu et aura beaucoup de mal à surmonter ces désagréments. Alors que si vous êtes prévenu d'emblée qu'il peut y avoir quelques petits tracas et que le médecin, l'équipe soignante est là pour vous aider, eh bien, ça se passera beaucoup mieux. Le traitement mécanique, que ce soit la machine ou l'orthèse d'avancée mandibulaire, est parfois mal toléré par le patient, bien sûr, et en particulier, je pense à l'orthèse d'avancée mandibulaire qui est assez attractive initialement. Eh bien, l'orthèse peut être mal tolérée. La machine peut être mal tolérée par le conjoint. La machine peut être vécue comme encombrante et intrusive, évidemment. Et puis, il peut y avoir des petits effets indésirables que le médecin et le prestataire ou le dentiste auront à cœur de vous aider à éliminer. Voilà. Merci Sandrine pour cette description des conséquences pratiques de l'apnée du sommeil et de son traitement. Et on va enchaîner avec une première question qui justement fait suite à ces problèmes de mécanique. C'est que Jean-Claude lui dit qu'il est appareillé depuis mars 2006 et actuellement ça a l'air efficace. Il a moins de 5 apnées et hypopnées par heure. Et donc Jean-Claude a utilisé de très nombreux modèles de masques et il a toujours des problèmes de fuite. Et donc, il souhaiterait qu'on accélère les recherches pour améliorer le confort des patients et l'efficacité des masques. Est-ce que tu pourrais commenter ? Effectivement, le problème principal de la pression positive continue, ce n'est pas la petite turbine qu'on a sur la table de nuit, ce n'est pas le tuyau, c'est le masque. Et il y a quelques années, on avait fait un petit sondage parmi nos patients pour savoir ce qui les dérangeait le plus dans la machine. Et 95% d'entre eux disaient que c'était le masque qui les dérangeait. Donc, en réponse à ça, alors ça peut déranger parce que les gens sont un peu claustrophobes ou parce qu'il y a des fuites, comme ce que Jean-Claude rapporte. Et il faut quand même dire que les fabricants essayent d'améliorer les modèles de masques, d'en faire de plus en plus confortables. Et à l'heure actuelle, je n'ai jamais fait le compte, mais on doit bien arriver à une trentaine ou une quarantaine de masques différents. Donc, évidemment, la quête du masque idéal, ça fait partie du parcours du patient. Les masques sont de plus en plus confortables, mais voilà, certaines personnes ont plus de difficultés que d'autres, plus de fuites que d'autres. Et il ne faut pas baisser les bras parce qu'il y a des modèles de masques nouveaux tous les 2-3 mois. Les recherches sont perpétuelles sur le sujet. Perpétuelles avec de nouvelles matières, de nouvelles formes, etc. Et les fabricants ont des groupes, des focus group avec les patients qui donnent leur feedback. Donc, les patients sont impliqués dans la recherche d'un masque confortable. Merci. La question suivante est celle de Jean-Jacques, qui est un amoureux de la nature, lui, et qui aime bien aller faire de la randonnée, quelques bivouacs, et qui peut partir jusqu'à 3 semaines. Voilà, c'est difficile de se travailler sa machine avec l'alimentation habituelle. Et donc, sa question, c'est est-ce que je prends un risque si j'arrête transitoirement le traitement? Alors, pour répondre à la question de Jean-Jacques, tout dépend. Je vais faire une réponse de Normand. Si en arrêtant sa machine, il peut rester quelques jours, voire quelques semaines, sans voir réapparaître les symptômes les plus embêtants que sont la somnolence, la fatigue, les troubles d'attention, pourquoi pas? Partir en randonnée quand on est mal reposé, c'est s'exposer à des risques d'accident. Hein. Quand on n'est pas bien attentif à ce qu'on fait, on peut se tordre la cheville ou autre. Donc, certains patients peuvent interrompre leur machine 2-3 semaines sans voir de problème réapparaître. Beaucoup des patients nous décrivent qu'après 2-3 nuits sans machine, ils ont de nouveau des symptômes. Et donc, évidemment, ça va faire que les 3 semaines de bivouac ne vont pas forcément se passer au mieux. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le confort? Soit on peut emporter une machine avec un adaptateur qui se recharge avec l'énergie solaire, ça c'est un peu compliqué.
Ou on peut éventuellement, il y a des modèles d'orthèse que l'on peut utiliser de manière ponctuelle. Il faut demander ça aux spécialistes du sommeil. Il y a des modèles d'orthèse qui peuvent très bien convenir pour des petits voyages comme ça. En ce qui concerne les risques, c'est difficile de dire. Normalement, dès qu'on arrête la machine, les apnées réapparaissent. Est-ce qu'on risque quelque chose à interrompre 3 semaines la machine? Je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, on puisse donner de réponse ni positive ni négative, si ce n'est le risque lié à la somnolence qui réapparaîtrait. Merci. On n'a pas encore de PPC portable qu'on puisse mettre dans un sac à dos. Si, on a une PPC portable qu'on peut mettre dans un sac à dos, mais il y a l'alimentation. Et donc, quand on arrive sur le lieu du bivouac, à moins qu'il y ait quelqu'un qui pédale toute la nuit pour alimenter la machine, ça ne va pas marcher. Le soleil, comme tu disais. La question suivante est celle de Philippe, qui est traité par PPC depuis 3 ans. Est-ce qu'il peut espérer une amélioration de ses apnées avec le temps? Est-ce qu'on peut guérir? Parce que la cause n'est pas Alors, traitée. malheureusement, Philippe, je ne pense pas. Sauf, comme l'a mentionné Frédéric, s'il y a une perte de poids très importante, et encore, ça n'est pas vrai chez tous les patients, parce qu'il n'y a pas que le surpoids qui peut favoriser les apnées. Mais globalement, non, on ne s'attend pas à voir, toutes choses étant égales par ailleurs, on ne s'attend pas à avoir une amélioration des apnées avec le temps. Au contraire, parce que plus on avance en âge, plus les apnées ont tendance à s'aggraver. Cela dit, il ne faut jamais dire jamais en médecine. Et quelquefois, on est amené à réévaluer des apnées du sommeil chez un patient. On ne trouve peut-être pas une différence fantastique, mais on se repose la question d'un traitement et parfois la réponse est différente de ce qu'elle était 3 ans auparavant. Et on se dit, là, on va proposer simplement un traitement positionnel. On va vous aider à dormir que sur le côté, alors que 3 ans avant, on avait proposé une machine. Voilà, donc rien n'est gravé dans la pierre, mais malheureusement, la réponse est plutôt non. Plutôt non. La question suivante, celle de Jean-Pierre, qui est-ce qu'on peut conseiller la pratique d'un sport et est-ce qu'il y a des sports qui sont contre-indiqués? Alors oui, bien sûr, la pratique du sport est toujours à conseiller et dans la prise en charge des patients qui ont des troubles du sommeil, quasiment quel que soit le trouble du sommeil, la pratique d'une activité physique régulière et a fortiori d'une activité sportive est très bonne. Pour ce qui est des apnées du sommeil, le seul sport qui est plutôt à contre-indiquer, c'est le rugby ou le football américain, parce qu'on a tendance pour ces sports-là à faire de la musculation avec une hypertrophie des muscles du cou, et on sait que les joueurs de rugby et de football américain ont plus d'apnées que les autres, plus de risques d'avoir des apnées du sommeil que des joueurs de foot ou des joueurs de baseball. Donc, n'importe quel sport, peut-être en évitant ceux pour lesquels on essaye d'avoir de gros muscles au niveau du cou. Oui, la musculation, mais pas trop cervicale. Voilà, ouais. Pas trop. Ensuite, il y a Laura, je crois, non, Annick, qui nous pose la question, est-ce qu'on peut arrêter son traitement contre l'hypertension artérielle, qui est une des complications possibles du syndrome d'apnée? Est-ce que ça peut traiter l'hypertension artérielle, le fait de traiter Alors, malheureusement, souvent, l'hypertension, c'est ce qu'on appelle une comorbidité. Elle survient en même temps que les apnées. Elle peut être aggravée par les apnées. C'est très rare de pouvoir arrêter un traitement contre l'hypertension juste avec les apnées. Souvent, ce qu'on obtient avec le traitement des apnées, c'est la stabilisation des chiffres de la pression artérielle avec le même traitement ou la possibilité d'alléger le traitement. On prenait 2 molécules pour maintenir une tension normale. Une fois qu'on traite les apnées, on n'en prend plus qu'une. De toute façon, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire de concert avec le médecin traitant ou le cardiologue. Il faut leur demander conseil et voir comment est-ce qu'on peut essayer d'évaluer s'il y a un réel bénéfice du traitement par PPC ou autre sur l'hypertension. Il ne faut pas arrêter tout seul son traitement d'un coup juste parce qu'on traite les apnées. Dans la même lignée, c'est l'occasion aussi de rappeler que vous pouvez poser des questions via le mail, parce que le chat ne fonctionne pas, mais par le mail, vous pouvez envoyer une question à communication@lesouffle.org. Et donc, on a reçu, je poserai donc après, on a reçu une question. Mais Charles, on va d'abord voir la question de Charles,
qui se demande si, étant atteint d'apnée du sommeil, il a encore le droit de conduire et s'il ne va pas avoir des difficultés avec son assurance. Alors, Charles a encore le droit de conduire s'il n'est pas somnolent. Mais ce n'est pas les apnées du sommeil qui contre-indiquent la conduite automobile, encore une fois, c'est la somnolence. Il a été montré un nombre de fois incalculable, et en particulier par l'équipe du professeur Philippe à Bordeaux à de multiples reprises, que ce qui compte dans le risque d'accident, ça n'est pas tellement le nombre d'apnées par heure de sommeil, l'index d'apnée-hypopnée, mais la somnolence telle qu'elle est exprimée par le patient et les antécédents d'accidents de la voie publique ou d'accidents évités de justesse. Donc ça, c'est vraiment une distinction qui est très, très importante à faire. C'est la somnolence et pas les apnées. Peut-être que tu peux dire qu'on peut quantifier la somnolence avec l'échelle. On peut quantifier la somnolence, on peut la quantifier avec une échelle que je pense que tous ceux qui nous écoutent là ont rempli déjà au moins une fois dans leur parcours, qui est l'échelle d'Epworth, où on vous donne 8 situations de la vie de tous les jours et on vous demande dans ces situations quel est le risque que vous vous endormiez. Donc ça, c'est bien. Le médecin va aussi vous poser des questions ouvertes, comment ça se passe au volant, etc. Puis, en cas de doute, on a même des tests qui peuvent quantifier la somnolence. Quand on a un doute, ça nous arrive de faire un autre test, qui est le test dont j'ai parlé tout à l'heure, le test de maintien de l'éveil, où on fait passer aux conducteurs comme vous et moi un test qui permet de vérifier ses capacités de vigilance. Et ça, c'est quand le patient était somnolent au départ. On a beaucoup de patients qui ne sont pas somnolents et il n'y a pas de lieu qu'ils évitent la conduite automobile plus que quelqu'un qui n'a pas d'apnée. Après, la question de Charles est compliquée. Ne vais-je pas avoir des difficultés avec mon assurance ? Dans un monde idéal, non. Mais le monde n'est pas idéal. Donc, en fait, ce qu'il est très important de faire, c'est d'avoir en votre possession tous les documents, les courriers des médecins, les enregistrements, éventuellement les relevés des données machines ou tous ces courriers de consultation de suivi pour montrer que vous avez des apnées, vous n'êtes pas somnolent, ou vous étiez somnolent et ça va mieux et vous utilisez bien votre machine, de manière à ce que si jamais vous aviez un accident et qu'il y ait une enquête, hein, évidemment, pas si c'est juste de la tôle froissée, vous puissiez faire la preuve que vous n'aviez pas de somnolence et que vous ne vous êtes pas mis en danger sciemment. Voilà, c'est une question très compliquée. Il y avait une question aussi qui est un peu connexe, c'est les délais de rendez-vous pour avoir ces tests de latence d'endormissement ou de maintien d'éveil pour les conducteurs, parce que ça a des conséquences professionnelles. Alors, ce sont des tests qui se font en milieu spécialisé, dans des centres de sommeil, dans des cliniques, dans des hôpitaux, qui sont souvent peu nombreux dans une région à faire ce test, avec quand même pas mal de demandes. Donc, malheureusement, oui, il y a beaucoup de régions dans lesquelles les demandes sont traitées avec pas mal de délais. Il faut quand même savoir qu'en médecine du sommeil, nous, on n'a pas d'urgence. On a une seule urgence, qui n'en est même pas une, mais qui est une urgence socio-professionnelle. Ce sont ces fameux tests de maintien du sommeil pour permettre au chauffeur poids lourd qui est en arrêt depuis le diagnostic de pouvoir reprendre son travail rapidement. Et donc, la plupart des laboratoires du sommeil vont prioriser ces patients-là, font de la place ou ont une liste et en cas de désistement, rappellent ces patients. Bruno, tu dois savoir que nous, on essaye de faire ça pour les patients qui ne sont pas conducteurs professionnels, mais qui ont d'autres postes de sécurité. Pour nous, c'est les VIP. Hein. Quand un patient qui occupe un poste de sécurité, quel qu'il soit, c'est un VIP et on s'arrange pour le faire passer devant tout le monde parce que tant que ce test n'a pas été réalisé, le patient souvent ne peut pas reprendre son poste de travail. Une question donc a été posée par une participante, Marie, concernant le phénotype SAS. Qu'est-ce que c'est que la dysrégulation autonome, SVP? Alors, ça, c'est la question piège. Je vais repasser la parole au professeur Gagnedou. La dysfonction autonomique, c'est un dysfonctionnement du système nerveux autonome ou système nerveux végétatif
qui est un système nerveux qui nous permet la régulation de notre fréquence cardiaque, d'un certain nombre de fonctions très importantes de l'organisme et qui n'est pas sous le contrôle de la conscience. Donc, ça nous permet, par exemple, quand en réponse à une émotion, d'avoir une fréquence cardiaque qui augmente, ou si on veut se préparer à courir, d'avoir un certain nombre de modifications dans l'organisme qui vont nous préparer à relever le défi. Dans un certain nombre de pathologies, il y a une dysrégulation de ce système nerveux avec une mauvaise balance entre le système sympathique, le système parasympathique, etc. Et on a quelques anomalies de ce type dans le syndrome d'apnée du sommeil. Pas chez tous les patients. Donc effectivement, on peut phénotyper, ça veut juste dire qu'on va classer les patients selon des grandes caractéristiques, des groupes avec des grandes caractéristiques, et on pourrait s'amuser, essentiellement dans des projets de protocole de recherche clinique, à classer les patients selon qu'ils ont une dysrégulation du système autonome ou pas. La variabilité du phénotype à laquelle Frédéric et moi on a fait allusion, c'est plutôt sur le plan des symptômes, comment les gens se présentent, quels sont leurs symptômes, quel est leur morphotype, quelles sont leurs plaintes. L'étape d'après, c'est de parler du phénotype sur l'enregistrement de sommeil, où on peut avoir des apnées, des hypopnées sur le dos, sur le côté, etc. Mais la dysfonction autonomique, pour l'instant, ne rentre pas dans la description de ces phénotypes. Okay, moi, j'ai ma question personnelle à chaque fois à la fin sur le fait qu'il y a des gens qui sont en correction complète de leur index d'apnée-hypopnée, c'est le dogme dont on parlait tout à l'heure, mais qui restent somnolents. Est-ce qu'on a des explorations particulières à faire ou des propositions thérapeutiques? C'est pas normal. Hein. Enfin, c'est pas normal. C'est pas normal si la somnolence était tout à fait liée aux apnées. Ce qu'il y a, c'est que les patients qui ont des apnées, c'est des individus comme les autres qui sont souvent en dette de sommeil ou qui prennent des médicaments qui peuvent leur donner envie de dormir ou qui mettent leur machine qui est très efficace, avec un index effectivement à 1 ou 2 par heure, mais ils ne la mettent pas toutes les nuits. Donc, il y a quand même certaines nuits où ils ont encore des apnées. Donc, il y a quand même tout un tas de causes de somnolence, même quand les apnées sont corrigées, qu'il faut rechercher systématiquement. Et puis, quand on veut objectiver les choses, quantifier la sévérité, on a effectivement des tests que l'on peut faire, là encore en milieu spécialisé, parce que ça nécessite une polysomnographie surveillée. Et dans un certain nombre de cas, si on ne trouve aucune explication à cette somnolence, il y a maintenant des médicaments qu'on peut donner pour améliorer le quotidien des gens, alors même qu'on ne connaît pas la cause de cette somnolence, mais on va être très pragmatique et leur permettre d'avoir une vie professionnelle satisfaisante, de pouvoir reprendre la conduite automobile, etc. Ok, merci beaucoup. Il n'y a pas d'autres questions en ligne. Et puis, moi, c'est pour ça qu'encore une question. Est-ce qu'il y a une durée minimale la nuit pour porter sa pression positive continue? L'objectif, c'est toutes les nuits pendant toute la durée du sommeil. Ça, c'est l'objectif à atteindre, c'est le Graal après lequel tous les patients vont courir. On sait aussi à l'inverse que quand les patients mettent leur machine moins de 4 heures par nuit, on ne voit pas tous les bénéfices du traitement par PPC. Donc, la durée optimale, elle se situe entre au-dessus de 4 heures et à peu près au niveau de la durée de sommeil de chaque patient. Il faudrait qu'on puisse exprimer cette durée d'utilisation minimale en pourcentage de la durée de sommeil, mais ça, on ne l'a jamais fait. L'idéal, c'est quand même toute la nuit et toutes les nuits, parce que certains patients enlèvent leur machine à 5 heures du matin parce qu'ils se disent, bon, ça y est, j'ai fait mes 4 heures, ça suffit, ou j'ai même fait 6 heures, ça suffit. Et puis, ils se rendorment 1 ou 2 heures. Et là, pendant ces 1 ou 2 heures, ils vont se remettre à faire des apnées, notamment quand ils sont en train de rêver. Et donc, oui, ils utilisent leur machine 6 heures par nuit, mais ils dorment 8 heures par nuit. Et sur les 2 dernières heures de la nuit, ils refont 15, 20, 30, 50 apnées par heure. Et donc, ce n'est pas idéal. Donc l'idéal, c'est toute la nuit. D'accord, c'est mieux de garder sa pression positive continue le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Ok, merci beaucoup Sandrine. On passe maintenant à notre dernier intervenant, qui est le professeur Renaud Tamizier, Grenoble, qui va nous parler de la recherche et de ses liens avec la Covid-19. Renaud, nous t'écoutons.
Bonjour, bonsoir. Donc, je vous remercie doublement. D'abord, je remercie la Fondation parce qu'elle nous permet de mener cette recherche. Et puis, je vous remercie aussi d'organiser cet événement qui nous permet de communiquer sur déjà nos premières impressions dans le cadre de cette cohorte. Alors, cette recherche, c'est une cohorte que l'on a montée avec différents centres. Vous voyez, il y a plusieurs centres hospitaliers universitaires français, centres hospitaliers aussi généraux, qui a pour but de suivre les patients qui ont présenté une forme sévère ou modérée, mais respiratoire du Covid-19, et de les suivre sur un moyen et long terme, moyen long terme, puisqu'on va les suivre jusqu'à 5 ans après leur forme de Covid. On va passer à la diapositive suivante. L'idée, en fait, c'est que devant cette vague de patients qui ont et qui encore sont infectés par le Covid, eh bien, on s'attend à ce qu'on ait des patients qui se plaignent à la suite de leur épisode aigu, de séquelles et de séquelles respiratoires, mais surtout d'une lenteur de cicatrisation qui va induire une fatigue, des troubles du sommeil, et ceci pourrait potentiellement aussi avoir un impact économique. Donc, notre idée, c'était d'aller mesurer ça et puis d'essayer de prendre en charge des patients et d'aller leur apporter déjà des réponses, en tout cas dans le cadre de leurs soins. Diapositive suivante. Donc, on est plusieurs centres. Le centre promoteur de l'étude, c'est le CHU de Grenoble. Moi, je suis l'investigateur principal, donc à Grenoble aussi. Et on a monté ce consortium parce que les différents centres ont des expertises différentes sur les maladies pulmonaires, sur l'entraînement physique, sur le sommeil. Et comme je vais vous montrer, le sommeil a aussi une importance très importante dans cette maladie du Covid-19. Donc, on a débuté cette recherche dès le mois de mai 2020. Et on poursuit bien sûr jusqu'à les inclusions complètes. Et le but est de pouvoir inclure 400 patients dans notre étude. Diapositive suivante. Donc 400 patients à inclure, à suivre de 3 mois à 5 ans. On commence à suivre les patients à partir de 3 mois et avec une répartition si possible homogène entre des patients qui vont avoir une forme respiratoire de leur Covid, mais pas d'hospitalisation, les patients qui vont être hospitalisés avec ou sans insuffisance respiratoire, c'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin pour ces derniers de l'oxygène à des débits importants, ou encore des patients qui ont une forme très sévère de leur Covid-19 et qui vont être admis en réanimation et qui vont avoir besoin de soins intensifs ou de soins de réanimation. Le but est de regarder si ces patients vont avoir des séquelles respiratoires, bien entendu, ou cardiaques, mais aussi de trouver si chez ces patients, selon les formes qu'ils ont présentées, ils ont des facteurs de risque différents, et notamment sur le plan sommeil, en termes respiratoires. Donc, on vient de parler du syndrome d'apnée du sommeil. Est-ce que ce syndrome d'apnée du sommeil est un facteur de risque particulier pour la COVID-19, sachant que il a déjà été montré que pour certaines infections respiratoires, et notamment celles qui amènent en réanimation, le syndrome d'apnée du sommeil est parfois un facteur péjoratif sur l'évolution. En fait, on va regarder aussi d'autres aspects plus complexes sur la génétique de la réponse immunitaire, et puis aussi un impact sociétal de la COVID-19, et de voir également si, et on le sait déjà partiellement, que on n'est pas tous égaux devant cette maladie. Diapositive suivante. Alors, on a bien avancé, encore une fois, grâce au soutien de la Fondation, mais aussi d'autres fondations, notamment la Fondation de l'Université Grenoble Alpes, et on est à peu près à 250 patients actuellement, 246 sur la diapo, mais on a continué les inclusions depuis la diapositive, ce qui nous met un peu plus de la moitié des patients inclus à ce jour. Après, on a toujours envie d'avoir des premiers résultats. On a fait une première analyse sur les 80 patients qui avaient réalisé leur polysomnographie et ensemble confirmer une première notion que l'on avait sur des notions de données de santé où on avait le syndrome d'apnée du sommeil
pouvait être un facteur associé entre une forme plus sévère de Covid-19. Donc, c'est ce que l'on retrouve. Plus de 50% des patients qui ont été hospitalisés ou qui ont en réanimation ou qui ont fait une détresse respiratoire, ont un syndrome d'apnée de sommeil. Et la prévalence, c'est-à-dire le nombre de patients qui ont un syndrome d'apnée de sommeil dans la population globale est assez haut puisqu'on est à 48%. Donc, on va prendre la dernière diapositive qui nous amène sur les perspectives de ce projet. Donc, on pense terminer les inclusions, c'est-à-dire constituer notre échantillon de 400 patients au début de l'été ou à la fin de l'été 2021, ce qui va nous permettre déjà de commencer d'autres analyses et de poursuivre des analyses que l'on a commencées. Donc, une analyse qui est très importante, c'est de regarder la trajectoire de la cicatrisation pulmonaire. Hein. On voit très bien qu'à 3 mois, les patients n'ont pas, surtout pour ceux qui ont fait des formes sévères, n'ont pas cicatrisé complètement leur poumon. Et de regarder à quelle vitesse finalement les patients guérissent. D'aller plus précisément regarder la prévalence du syndrome d'apnée du sommeil. Vous savez que quand les patients qui ont une surcharge pondérale font souvent une forme plus sévère de la Covid-19. Et les gens qui ont une surcharge pondérale ont plus souvent des apnées. Il faut voir si c'est juste une association ou on peut retrouver un lien physiopathologique. Est-ce qu'il y a vraiment un lien entre ces deux maladies? Enfin, ça nous permet aussi d'évaluer, bien que tous les patients qui ont eu cette maladie et qui l'expérimentent encore, quel est le lien, quel est l'impact sur la qualité de leur sommeil et le stress post-traumatique derrière. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention et puis je vais essayer de répondre aux questions maintenant. Un grand merci Renaud pour cet exposé et puis pour avoir lancé, c'est quand même un projet d'envergure puisqu'il est multicentrique, il y a plusieurs centres qui participent à ça avec cette ouverture vers l'international à la fin. Donc ça c'est vraiment un projet lourd à porter, je dirais. Il faut y mettre de l'énergie et merci pour cette énergie. Alors, quelles sont les questions qu'on te pose? Une première question de Marie-Pierre. Lorsque l'on fait des apnées du sommeil, est-on considéré comme une personne fragile, plus à risque face à la Covid-19? Ça fait partie des discussions sur les priorités de vaccination aussi. Comment on peut répondre à cette question de Marie-Pierre? Alors, est-ce qu'on est plus à risque de faire une Covid-19? Ça, on ne peut pas le montrer. C'est-à-dire que nous, inversement, nous, on voit que les patients qui gardent peut-être une symptomatologie ont plus souvent des apnées de sommeil. Mais par contre, ce qui est montré et que nous, on confirme là de façon indéniable, c'est que les patients qui ont été diagnostiqués pour un syndrome d'apnée du sommeil, ils vont faire des formes plus sévères de Covid-19. Ça a été démontré sur des analyses de données de santé. En gros, l'analyse des données des sécurités sociales dans différents pays ont montré que si vous avez un syndrome d'apnée du sommeil, vous allez faire possiblement des pathologies plus sévères. Et là, ce que nous, on montre, c'est que dans les patients qui ont été hospitalisés pour des formes sévères, effectivement, il y a un syndrome d'apnée du sommeil qui est plus élevé en termes de sévérité et en termes de fréquence. Donc, aussi le surpoids. Le surpoids est aussi un facteur de risque. Et après, il y a donc il y a une association très clairement. Et après, sur le lien, il faut être prudent. Tu as tout à fait raison, sachant que 50% des patients qui ont un syndrome d'apnée du sommeil ont des comorbidités, ils ont du surpoids, ils ont des maladies cardiovasculaires, ils ont souvent du diabète, qui sont aussi considérés comme des facteurs de risque pour avoir une maladie plus sévère. Merci beaucoup. Une question ensuite de Roberto qui est un petit peu plus longue. Il a une BPCO avec, je pense que c'est le VMS qui est à 50%, un asthme, il n'a pas de tabagisme, il a une apnée du sommeil, enfin des apnées du sommeil, des douleurs musculaires chroniques la nuit nécessitant le changement de position. Donc ça peut-être tu pourras commenter. Et la question c'est est-ce qu'il existe un lien entre BPCO et apnée? Est-ce qu'il est préférable de corriger l'apnée, même s'il n'y a pas de différence notable après 3 mois de machine? Est-ce qu'il y a d'autres pistes? Alors, sur le lien entre BPCO et apnée, il y a là encore une association. Par contre, ce que l'on sait, c'est que
le fait d'avoir un syndrome d'apnée du sommeil, si on a une BPCO ou si on a un asthme d'ailleurs, eh bien, aggrave les exacerbations de BPCO pour les patients qui ont une BPCO, ou souvent rendent l'asthme instable. Et donc, ce qui semble être montré, en tout cas dans de premières études, c'est que lorsqu'on traite les apnées du sommeil chez un patient qui a une BPCO ou chez un patient qui a un asthme, on a l'air de stabiliser ces deux pathologies bronchiques. C'est-à-dire on a moins d'exacerbations et on a un asthme plus facilement à contrôler. Après, donc, ça répond un peu à la question de Roberto en disant est-ce qu'il est préférable de corriger l'apnée? A priori, oui, c'est préférable de corriger l'apnée. Après, c'est vrai que chez ces patients, et il a tout à fait raison, il y a souvent moins de symptômes. Tout à l'heure, Frédéric parlait des symptômes du syndrome d'apnée du sommeil, de la somnolence, de la fatigue. Eh bien, ça apparaît moins à la fois dans ces pathologies respiratoires chroniques, mais aussi dans les maladies cardiovasculaires et métaboliques. Les patients, on va moins avoir la plainte de somnolence que pourraient avoir d'autres patients. Et sur les crampes nocturnes et les changements de position, est-ce que ça fait penser éventuellement à d'autres pathologies? Alors, il y a d'autres pathologies du sommeil qui peuvent provoquer ça, mais il y a plein de pathologies autres qui peuvent provoquer des crampes et des douleurs musculaires nocturnes. Et là-dessus, je pense qu'il ne faut pas tout charger non plus sur le syndrome d'apnée du sommeil, mais bien voir avec son médecin et vérifier qu'il n'y ait pas une autre pathologie qui est responsable de ces douleurs musculaires. Merci beaucoup. La question suivante. Est-ce que je continue ma PPC si j'ai la Covid-19? Est-ce que c'est dangereux pour sa santé? Alors, il y a deux réponses à cela. Alors, c'est une bonne question, une très très bonne question. Ça a même fait l'objet de recommandations de la part de la SPLF et SSRMS, donc la Société française de pneumologie langue française et la Société française de recherche et de médecine du sommeil, parce que c'est un problème à régler. Pour les patients qui ont une Covid-19 et qui sont sous pression positive continue, eh bien, on peut imaginer que quand même, le fait d'avoir eu cette machine, eh bien, risque de vaporiser un petit peu le virus à l'entourage. Donc, pour la personne qui a le Covid, elle a déjà le Covid, il faut qu'elle continue sa machine et on verra dans un deuxième temps que c'est peut-être même protecteur. Mais pour les personnes qui sont environnantes, eh bien, il faut les protéger. Donc, si les gens autour d'eux ne sont pas infectés, si ce n'est pas eux qui ont donné la Covid, eh bien, ils doivent aller dans les chambres à côté ou s'il n'y a vraiment pas possibilité, pendant quelques jours, eh bien, peut-être arrêter le traitement par pression positive continue et demander avis quand même à son médecin traitant et son pneumologue éventuellement. Pour la personne qui a le Covid, eh bien, probablement non. Ce n'est pas dangereux de garder la pression positive continue puisque les techniques qu'on va utiliser pour essayer aux patients de passer le cap sans aller en réanimation sont très proches des pressions positives continues. Alors, on utilise à ce moment-là aussi de l'oxygène, mais le but est de maintenir le poumon bien aéré et la pression positive continue, elle participe à ça. Merci beaucoup. Encore une question de Nathalie. Est-ce qu'il y a un lien entre les formes sévères tu as répondu, les formes sévères d'apnée du sommeil, entre formes sévères de Covid-19 et formes sévères d'apnée du sommeil? Alors, on ne va pas dire qu'il y a un lien, qu'il y a clairement une association et c'est montré par différentes méthodes de recherche. On voit bien que ces deux pathologies sont associées. Après, ce n'est pas parce qu'en médecine, on a une association, on retrouve deux choses en même temps, qu'il y a un lien entre les deux. C'est-à-dire que le Covid donne le syndrome d'apnée du sommeil ou que le fait d'avoir un syndrome d'apnée du sommeil donne un Covid plus sévère. C'est comme moi qui suis de la montagne, c'est les gens qui ont des accidents de ski, eh bien, ils habitent souvent en montagne. C'est pas la montagne qui leur a cause, c'est pas parce qu'ils habitent en montagne que ça leur cause la fracture de jambe, c'est parce qu'ils sont allés faire du ski éventuellement. Donc, vous voyez, il peut y avoir une association, mais c'est pas forcément un lien qui va être direct. Donc, nous, un ce lien qu'on de trouve cause pour à l'instant, effet. c'est qu'il y a une association. Reste à démontrer qu'il y a un lien physiopathologique sur l'immunité, sur la fragilité infectieuse. C'est à démontrer, il y a des pistes, mais c'est à démontrer encore.
Moi, toujours la question un peu perso sur le sujet, c'était c'était le fait qu'on décrit aussi des syndromes d'apnée. Là, on en a parlé beaucoup des syndromes d'apnée obstructifs. Souvent, il y a un petit mélange. Il peut y avoir des apnées centrales. Et donc, ma question, c'est que dans le Covid-19, on peut avoir des atteintes cérébrales. On a décrit des anomalies sur l'IRM cérébrale assez fréquentes. Est-ce qu'on peut avoir des apnées centrales au cours, dans les séquelles de Covid-19? Alors, justement, c'est aussi ce que l'on regarde. Hein. Pour l'instant, sur les premiers patients que l'on a vus, on a, je crois, 2 patients qui ont un syndrome d'apnée du sommeil central. Et a priori, la cause, elle apparaissait évidente pour être l'un pour un problème cardiologique préexistant et l'autre pour une instabilité du sommeil qui par contre, alors c'est pas directement lié au Covid, mais c'est sûr qu'à la suite du Covid, son instabilité du sommeil s'est nettement aggravée et son syndrome d'apnée du sommeil est peut-être un petit peu plus majoré actuellement. Merci. Est-ce qu'il y a des questions des participants? A priori, directement sur ton topo, non, mais il y avait une question d'un sujet qu'on avait discuté avec Sandrine sur la conduite automobile, mais soit tu réponds, soit Sandrine, si elle est encore là, c'était de savoir, il semblerait qu'on soit obligé de déclarer à la préfecture le fait qu'on soit apnéique du sommeil et que ça peut avoir des conséquences sur l'assurance. On laisse Sandrine répondre peut-être, je ne sais pas, Renaud. Non, il n'y a pas à se déclarer si on a des apnées du sommeil. Si on a une somnolence sévère qui a fait qu'on avait arrêté de conduire, en théorie, et c'est vrai pour tout ce qui contre-indique temporairement la conduite automobile, et dans l'arrêté dont j'ai parlé du 18 décembre 2015, la somnolence, c'est une toute petite ligne, il y a plein d'autres pathologies ou anomalies qui font qu'on ne peut pas conduire de manière temporaire. Une fois que cette anomalie est résolue, il faut demander un rendez-vous à la préfecture de police. Et maintenant, il faut y aller après avoir vu un médecin expert auprès de la commission des permis de conduire. Alors, il faut remplir un imprimé CERFA, etc. Donc, par exemple, ça se voit dans l'épilepsie, ça se voit dans le diabète, dans la narcolepsie et dans les apnées du sommeil quand les gens sont somnolents. Mais ce n'est pas les apnées du sommeil, c'est la somnolence. Et honnêtement, Renaud pourra donner son expérience. Nos patients ne le font jamais. Voilà. C'est pour ça que je disais qu'il faut avoir dans sa possession tous les documents médicaux prouvant que les choses sont rentrées dans l'ordre, qu'il n'y a plus de somnolence, que le traitement est bien utilisé, pour, au cas où il y a un problème, prouver qu'on a fait ce qu'il fallait. Mais voilà. Renaud, tu peux donner l'expérience grenobloise. Renaud, il y a un commentaire. Ouais. En fait, tu as répondu exactement à cela. C'est vrai que, par contre, tu soulignes bien le rôle des médecins de bien faire attention à ce que les patients ne se retrouvent pas en difficulté. C'est-à-dire que s'il y avait de la somnolence, bien confirmer que maintenant avec le traitement qui est bien fait, la somnolence a disparu. C'est dans les dossiers médicaux et les patients comme ça n'auront pas de problème. Voilà. Et après, c'est bien différent par contre pour les conducteurs professionnels, mais tu l'avais expliqué ça aussi, donc il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Renaud. Je pense pas. Bonne chance pour la poursuite de cette étude. Hein. Je pense que c'est vraiment important ce travail. Merci donc à tous pour votre participation. Vous êtes de plus en plus nombreux à participer à ces rencontres du souffle. J'espère que ça va se poursuivre. N'hésitez pas à nous donner un retour en positif ou en négatif en nous adressant un mail à communication@lesouffle.org pour des suggestions éventuelles si vous pensez qu'il est possible d'améliorer encore la prochaine édition. Vous savez que c'est très bientôt la journée mondiale du sommeil, c'est le 19 mars, et c'est la date à laquelle vous pourrez revoir en fait ces rencontres du souffle sur notre site internet www.lesouffle.org. Bruno, est-ce que justement à propos de la journée du sommeil, je peux faire un petit aparté? Il y a plein de webinaires auxquels vous pouvez vous inscrire pour discuter avec des experts sur des thématiques autour du sommeil. Donc, n'hésitez pas, c'est sur le site de l'Institut national du sommeil et de la vigilance.
Ok, c'est une information pratique intéressante. Merci Sandrine. Merci à tous. Il me reste à vous souhaiter une très belle soirée et prenez soin de vous. À bientôt.